Il y a des moments où l'information surgit comme un souffle léger avant la tempête. Un nom apparaît, une date, un lieu. Un Algérien retrouvé mort en Tunisie. D'abord, ce sont des bribes, des murmures sur les réseaux sociaux, des phrases répétées, déformées, qui se transforment en questions sans réponse. Chaque message amplifie le trouble, chaque détail manquant alimente le doute. On cherche la certitude, mais tout ce qui arrive est fragmentaire. Les premières versions circulent avec prudence. Certains parlent de malaise soudain, d'autres l'évoquement des échauffourées. Les chiffres changent, les circonstances diffèrent d'une publication à l'autre. Le flot d'informations n'a ni début clair ni fin, il s'accroche à des impressions plus qu'à des faits établis. Le spectateur ressent alors un flottement, une hésitation permanente entre ce qu'il croit savoir et ce qu'il imagine. Les émotions oscillent, inquiétude, curiosité, une tension sourde qui ne se manifeste pas encore en colère ou en jugement. Peu à peu, le malaise s'installe. Ce n'est pas seulement la mort qui perturbe, mais l'absence de réponse officielle, l'espace vide laissé par les institutions. Le silence devient plus parlant que les mots, une présence presque tangible. On attend un communiqué, un témoignage, un geste symbolique. Mais rien ne vient. L'absence de parole des autorités accentue le sentiment de flottement et de perplexité. Le spectateur se retrouve face à un vide qu'il tente de combler avec ses propres hypothèses, son imagination. Dans ce vide, le silence officiel ne se contente pas de ne rien dire. Il structure l'espace même de la réflexion. Il impose un temps de pause, une respiration longue avant la suite, un rythme où chaque information doit se mesurer avec précaution. Ce silence est le premier acteur de l'histoire. Il transforme l'affaire en un écho qui traverse les frontières, qui s'infiltre dans les conversations, qui s'accroche aux pensées de chacun, sans qu'aucune réponse ne vienne apaiser le trouble initial. Sur les réseaux sociaux, l'affaire se déploie en fragments. Messages, vidéos, publications éparses, chacun reprenant des bribes différentes. Certains évoquent une mort soudaine, d'autres des tensions sur place, chacun ajoutant une nuance qui transforme le récit à mesure qu'il circule. La rapidité de diffusion crée une mosaïque confuse où vérité et interprétation se superposent et où le spectateur peine à distinguer ce qui est réel de ce qui est probable. Face à ces versions multiples, la source tunisienne apporte une voix officielle, mesurée et précise. Elle décrit le déroulement des faits tels qu'ils ont été constatés, évoquant des circonstances médicales et administratives, sans s'aventurer dans des spéculations. Son ton calme tranche avec l'urgence et l'émotion des réseaux, offrant un repère, mais sans jamais annuler la tension générée par le flot d'informations non vérifiées. C'est précisément cette juxtaposition qui révèle la fragilité de l'information. Un même événement, rapporté selon différents angles, devient presque un miroir déformant. Chaque récit altère subtilement les perceptions, modifie les attentes et accroît le doute. Ce n'est pas la vérité qui domine, mais le contraste entre récit officiel et populaire. L'histoire, telle qu'elle nous parvient, n'existe que dans cet espace intermédiaire où se croisent source, interprétation et imagination. Certaines affaires semblent surgir de manière banale, et pourtant, elles deviennent rapidement sensibles, non pas à cause de la gravité des faits eux-mêmes, mais par la manière dont elles croisent plusieurs institutions et protocoles. La police, en première ligne, agit selon des procédures strictes, enregistrant chaque incident, consignant chaque détail. Mais ce travail, pourtant essentiel, se déroule souvent loin du regard du public, créant un écart entre ce qui est fait et ce qui est perçu. Derrière chaque intervention, il y a une série d'étapes rigoureuses, enquête préliminaire, audition, collecte de preuves. Chaque mouvement est codifié pour assurer que la procédure soit respectée, mais la lenteur apparente peut être interprétée comme un manque de réactivité. La justice, elle, intervient pour contrôler la légalité des actions et pour garantir que les décisions ultérieures reposent sur des faits vérifiés et non sur des rumeurs. Ce processus minutieux et souvent invisible contribue à la prudence dans la manière dont les informations sont partagées avec l'extérieur. La communication officielle s'inscrit dans ce même souci de mesure. Les communiqués sont calibrés, les détails précis, mais limités, afin de ne pas compromettre l'enquête ou d'exposer injustement certaines personnes. L'objectif n'est pas de cacher,
mais de protéger l'intégrité de la procédure, tout en respectant les normes légales et diplomatiques. Chaque mot est pesé, chaque déclaration encadrée par un protocole interne, car une mauvaise interprétation peut amplifier des tensions et nourrir la spéculation. C'est cette combinaison d'actions codifiées, de prudence et de contrôle qui transforme une affaire individuelle en un événement sensible. Ce n'est pas la gravité du fait lui-même qui crée l'impact, mais l'intersection des institutions, des procédures et de la perception publique. Dans cet équilibre fragile, le silence ou la retenue ne sont jamais neutres. Ils deviennent le premier instrument pour préserver la crédibilité et la stabilité face à des enjeux qui dépassent le simple événement. Certaines affaires touchent en nous plus profondément qu'on ne pourrait l'expliquer rationnellement. Ce n'est pas seulement le fait qu'un individu ait perdu la vie, mais la manière dont cet événement résonne dans notre perception collective. Voir un Algérien, loin de chez lui, confronté à la vulnérabilité dans un pays étranger, déclenche un écho immédiat dans l'esprit de ceux qui suivaient l'affaire. La distance physique ne réduit jamais l'impact, elle l'amplifie car chacun peut s'imaginer à sa place, confronté à l'incertitude, à la peur et à l'isolement. Le sentiment de vulnérabilité s'installe subtilement. Nous réalisons que les protections dont nous croyons disposer peuvent être limitées hors de nos frontières. Les institutions, les lois, la présence diplomatique, tout paraît parfois fragile face à un événement brutal et soudain. Cette fragilité collective nourrit la tension, mais aussi la solidarité implicite. Chaque citoyen devient témoin et participant émotionnel, essayant de comprendre, d'interpréter et de ressentir ce qui ne peut être contrôlé. La mémoire collective joue un rôle encore plus profond. Les histoires passées d'Algériens confrontés à des situations similaires refont surface, se mêlant aux nouvelles informations et aux rumeurs, créant un paysage émotionnel dense et complexe. On se rappelle les cas précédents, les tragédies anonymes ou celles médiatisées, et cela influence notre perception immédiate de la situation. Chaque fait devient plus qu'un événement isolé. Il s'inscrit dans un récit partagé qui unit, qui inquiète et qui questionne. Ainsi, l'affaire dépasse la simple réalité des faits. Parfois, les événements nous dépassent, et ce n'est pas dans l'action immédiate que se trouve la réponse, mais dans le silence qu'ils imposent. On regarde, on écoute, on lit, et pourtant aucune certitude ne se dégage. L'idée qui reste est simple, mais profonde. Certaines décisions, certaines situations ne demandent ni applaudissements ni colère. Elles demandent d'abord d'être observées, comprises dans leur temporalité, puis laissées à leur propre déroulement. Dans cet espace, tout devient question. Les mots que nous utilisons pour décrire ce qui s'est passé semblent insuffisants. Les images que nous voyons ne suffisent pas à rendre la réalité. Et pourtant, ces fragments, ces éclats d'informations, façonnent notre perception et notre mémoire. On se surprend à imaginer des scénarios, à peser des intentions, à chercher des motifs cachés. Mais le vrai défi n'est pas de savoir ce qui est arrivé exactement. Il est de reconnaître que, parfois, la vérité n'est pas immédiatement accessible et que notre esprit doit se confronter à l'incertitude. Cette incertitude devient un miroir. Elle nous oblige à réfléchir sur notre rapport au monde, à nos émotions et à nos réactions. Elle nous rappelle que certaines histoires ne sont pas faites pour être consommées rapidement, pour être jugées ou résolues dans l'immédiat. Elles existent dans une zone grise, entre faits et interprétations, où le temps et le silence jouent un rôle plus important que nos interventions précipitées. Ainsi, l'affaire que nous avons suivie ne se conclut pas avec cette vidéo. Elle continue ailleurs, dans les dossiers, dans les esprits et dans les conversations discrètes. Ce n'est pas un point final, mais une ouverture. Une ouverture qui nous invite à rester attentifs, à observer sans imposer de verdict et à accepter que certaines questions demeurent suspendues, parfois pour longtemps. Et dans ce suspens, il y a une leçon. Il y a une valeur dans le calme, dans l'attente et dans le regard patient que l'on porte sur ce qui nous échappe. Certaines vérités ne se révèlent pas immédiatement. Certaines décisions, même cruciales, n'appellent pas de réaction visible. Et parfois, le silence lui-même devient le témoignage le plus significatif. Elle touche des cordes sensibles, active des souvenirs et des peurs, et révèle notre manière de ressentir la proximité, même à distance. L'émotion et l'information se mêlent,
tissant une frontière invisible où le rationnel et le sensible se confrontent, et où chaque spectateur est invité à ressentir autant qu'à comprendre, sans qu'aucune réponse définitive ne soit nécessaire. Dans certaines affaires, le silence n'est pas une absence, mais un choix calculé. L'Algérie, confrontée à des événements impliquant ses citoyens à l'étranger, peut décider de ne pas réagir immédiatement, non par indifférence, mais par prudence. Chaque mot, chaque geste public a un impact potentiel sur les relations diplomatiques, sur la perception des institutions et sur la sécurité des citoyens concernés. Le silence devient alors un instrument stratégique, mesuré et réfléchi pour éviter toute escalade inutile. Ce choix s'inscrit dans une perspective de temps long. Les décisions ne sont pas prises dans l'urgence de l'émotion ou de l'opinion publique, mais en considérant leurs conséquences sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La patience permet de rassembler les informations, d'évaluer les situations et d'anticiper les réactions de toutes les parties impliquées. Dans ce cadre, le retard apparent dans la communication officielle n'est pas un vide, mais une gestion consciente de la temporalité et des priorités. Les canaux officiels jouent un rôle clé dans cette approche. Les messages passent par des intermédiaires diplomatiques, des consuls, des autorités judiciaires et des services spécialisés, afin que chaque action soit vérifiée, légale et cohérente. Cette coordination assure que l'intervention de l'État soit efficace, même si elle n'est pas immédiatement visible du grand public. Elle garantit également que les décisions prises respectent les cadres internationaux et protègent au mieux les citoyens concernés. Tout ne peut se régler publiquement. Certaines affaires nécessitent discrétion et confidentialité pour préserver l'intégrité des enquêtes, éviter les tensions entre États et protéger la mémoire et la dignité des personnes impliquées. La transparence totale n'est pas toujours compatible avec l'efficacité et la sécurité. Dans cette retenue choisie, l'Algérie démontre une responsabilité silencieuse mais active, où chaque mouvement est réfléchi pour préserver à la fois ses citoyens et ses relations diplomatiques, même lorsque le public ne voit que le calme apparent. Face à une nouvelle qui traverse les frontières, notre premier réflexe est souvent de réagir. Un message apparaît sur notre écran, une publication attire l'attention, et instinctivement, nous voulons juger, partager, commenter. Cette réaction immédiate, presque instinctive, est une manière de se sentir connecté au monde, de reprendre le contrôle face à l'incertitude. Pourtant, cette précipitation masque souvent la complexité réelle de la situation. Comprendre demande du temps, un temps où l'on suspend ses émotions, où l'on observe les faits et les versions avec prudence. La rumeur se diffuse plus vite que la preuve. Elle a la légèreté d'un souffle et la rapidité d'un éclair. Elle se transforme au gré de chaque transmission, s'enrichissant d'exagérations et de suppositions. La preuve, en revanche, demande patience et rigueur. Elle se construit dans le silence des institutions, au cœur des enquêtes et des rapports officiels. L'écart entre ce que nous percevons immédiatement et ce qui peut être démontré objectivement crée un espace flottant où chacun tente de combler les vides avec ses propres convictions, ses souvenirs ou ses peurs. Cette tension entre émotion et rationalité se traduit aussi dans notre rapport à la colère et à la lucidité. La colère surgit face à l'injustice apparente, face à ce que nous croyons être une violation de valeurs ou de droits. Elle est immédiate, forte et contagieuse. La lucidité, au contraire, se construit lentement. Elle exige de suspendre ses jugements, de considérer plusieurs angles, de reconnaître les limites de notre connaissance. C'est dans cet espace que nous pouvons réellement comprendre, même partiellement, ce qui s'est passé et pourquoi les réponses officielles ou institutionnelles prennent le temps qu'elles prennent. Cette affaire révèle ainsi beaucoup sur notre rapport à l'information. Elle met en lumière notre besoin de réaction instantanée, notre vulnérabilité face à la rumeur, notre difficulté à conjuguer émotion et raisonnement. Elle rappelle que comprendre ne se réduit pas à recevoir un fait. C'est un effort de réflexion, d'attention et de patience. Et c'est précisément dans cette méditation sur l'information, sur sa fragilité et sa force, que nous trouvons un espace pour élever le débat, pour réfléchir à ce que nous partageons, à ce que nous croyons et à ce que nous voulons réellement savoir avant de juger.